Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. L'Handicast, présenté par le Rapplique. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Kim. Et moi, Maude. Nous sommes vos animatrices pour ce balado d'une série de 4 qui traite de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce projet est né d'une collaboration entre nous, des stagiaires en travail social de l'UQAM, et le Rapplique. Le Rapplique est le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. C'est un organisme pan-québécois qui appuie et accompagne les personnes en situation de handicap victimes de discrimination pour défendre et revendiquer leurs droits et en faire la promotion. Tout ça en visant l'éradication de cette discrimination trop souvent faite à leur égard. Nous vous invitons à aller jeter un coup d'œil sur leur site Internet, notamment sur leur section Victoire, dans laquelle il est possible d'avoir un aperçu des dossiers victorieux qui ont eu un impact important sur la qualité de vie des personnes handicapées. Le balado de cette semaine porte sur le rôle des alliés auprès des personnes en situation de handicap. Pour discuter avec nous du sujet, nous recevons Steven Laperrière et Frédéric Gauthier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Steven. Tu es directeur général du Rapplique, tu es impliqué en politique, tu es également auteur de 3 livres sur le handicap, tu es un activiste et un militant impliqué et engagé pour la défense des droits des personnes handicapées. Tu es aussi notre répondant de stage au Rapplique. Peux-tu nous parler un peu de toi et de comment tu as commencé à t'intéresser à la lutte pour les droits des personnes handicapées? Avec plaisir. Je suis impliqué au Rapplique en tant que directeur général depuis à peu près 5 ans, mais militant dans l'organisme depuis à peu près une douzaine d'années. J'ai été vice-président, j'ai été membre du conseil d'administration. J'ai fait différentes choses. Ce qui m'a amené au Rapplique, c'est il y a une dizaine d'années, j'étais pas mal impliqué en politique municipale dans mon arrondissement de La Salle. Et il y a un dossier qui nous a amené à aller à une période de questions citoyennes à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et là, j'ai fait la rencontre de Linda Gauthier, qui est à l'époque qui était la présidente du Rapplique, mais qui est aussi une des cofondatrices. Alors, on s'est mis à jaser. Il y a une connexion qui s'est faite tout de suite. Puis, Linda est une personne handicapée. Et elle m'a fait prendre conscience des différents défis auxquels elle était confrontée sur une base quotidienne, elle et les autres personnes handicapées. Et j'avais un peu de temps, donc j'ai commencé à m'impliquer sur un dossier, un autre, qui m'amène ici aujourd'hui, en tant que directeur général du Rapplique. Donc c'est un peu ça la genèse de mon implication qui m'a amené au Rapplique, parce que c'était pas dans mes cartes. J'étais entrepreneur en entretien commercial à l'époque. Puis c'était correct aussi comme ça. Mais les choses ont fait que ça a évolué vers le Rapplique et j'en suis bien heureux parce que grâce à nos actions, on est capable d'aider directement des gens puis leur donner une voix aussi auprès de différentes instances politiques ou instances commerciales et tout ça. Donc, on joue vraiment un rôle utile et on en est très, très fiers. Ben, merci Steven pour ta belle présentation. Frédéric, tu es père de famille, aveugle et sportif. Tu es impliqué dans plusieurs organismes pour la déficience visuelle et est bénévole au Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu. Une des alliées la plus présente dans ta vie est ta femme, Stéphanie Carrasco, bénévole à l'ASAM, l'Association des sports pour les aveugles du Montréal métropolitain. D'ailleurs, Frédéric, c'est mon papa. Fait que je suis très fière de t'inviter parmi nous aujourd'hui. Puis est-ce que tu peux nous parler un peu de toi puis de ton lien avec le thème des alliés? Le thème des alliés, c'est sûr que moi, ça me touche parce que comme je suis une personne handicapée, aveugle de surcroît, qui a eu une malchance dans la vie, j'ai eu un accident de travail à l'âge de 23 ans. Il m'a laissé un petit peu de vision. C'est très utile quand même. Fait que c'est ça. Ça, c'est un des alliés, c'est qu'il me reste un petit peu de vision. Mm-hmm. Mais après ça, les vraies personnes autour de moi, même les étrangers, je les considère comme des alliés parce que aussitôt que j'ai besoin d'aide, je peux faire appel à eux. Comme tu as dit, ma femme, c'est sûr que c'est quelqu'un qui va m'aider dans le quotidien. Mm-hmm. Mais comme tantôt, je cherchais l'adresse pour venir ici. Ça fait que dans ce temps-là, on fait appel au grand public.
Puis, tu sais, il faut pas avoir de timidité, là. Il faut demander aux gens de l'aide. Puis, il y a un monsieur qui a fini par m'aider. Puis, il y a un deuxième monsieur qui m'a aidé parce que je n'étais pas du bon côté de la rue. Fait que ça, c'est des alliés, c'est ça, qui sont pas dans notre quotidien. Mais dans notre quotidien, ben, c'est ça, c'est ceux qui sont le plus proches de nous, souvent, qui vont nous aider. Mais dans mon cas, moi, j'essaye de développer le plus possible mon autonomie avant de faire appel à des alliés. Mhm. Parce que il faut développer notre autonomie. Sinon, ben, on va trop être dépendant des alliés. Fait que c'est ça, il faut rester le plus autonome possible. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, moi, c'est mon cas. Je savais comment venir ici, grosso modo. Fait que j'ai pris le transport en commun. Mhm. J'aurais pu prendre le transport adapté, mais je ne l'ai pas fait. Puis, dans le fond, ça, c'est dans un souci d'autonomie. Mais je ne dis pas que je ne prends pas le transport adapté. Je vais prendre le transport adapté quand je vais dans un endroit qui est non familier ou qui est complexe. Mettons que je vais dans un endroit où il n'y a pas d'arrêt pour pouvoir traverser la rue de façon sécuritaire. Mhm. Ben là, le transport adapté va venir en aide pour moi. Tu sais, pour une autre personne, ben, ça peut être des questions d'orientation. Moi, en orientation, je suis quand même assez bon. Mhm. Mais une autre personne aveugle en orientation, si elle a plus de difficultés, elle va peut-être faire appel au transport adapté plus souvent. Ça, c'est propre à chaque personne. Il C'est ça. ne faut pas faire de jugement de valeur de ce côté-là. Fait que, tu sais, les alliés, c'est des proches des personnes physiques. Mais tu sais, il y a les personnes morales aussi peuvent être des alliés, comme justement le transport adapté, ça peut nous aider. Mhm. Tu as parlé de la SAM tantôt. Ben, ça, c'est un moyen pour moi, c'est un allié aussi parce que ça va permettre de faire du sport et avec des bénévoles. Tu sais, ce qui serait impossible dans certains sports, genre le vélo. Ouais. Fait que le vélo, dans mon cas, moi, c'est de faire du vélo tandem. Mais faire du vélo tandem, ça implique d'avoir un bénévole qui va être pilote. Donc, Fait toi, que- tu essaies comme de trouver un équilibre entre ton autonomie, puis pas de gêner à aller voir des alliés ou à demander aux instances morales de t'accommoder. Exact. C'est ça. J'essaie de tirer le meilleur parti des deux, mais c'est ça. Moi, j'ai un désir d'autonomie, personnellement. Ça fait que j'essaie de le développer le plus possible, mais veux pas, j'ai quand même des limitations. Ça fait que c'est ça. Mais parfois, ça peut arriver ça m'est déjà arrivé, on va dire un renversement de tu sais, ça m'est déjà arrivé, ça c'est à cause de ma femme qui essaie de m'impliquer partout, là. Fait qu'à un moment donné, elle dit « Ça t'intéresserait pas de livrer de la popote mobile? » Je dis « Ah ouais, OK. » Fait qu'elle a impliqué la SAM dans ce projet-là. Fait qu'avec un bénévole de la SAM, on était deux, je devenais bénévole moi-même, puis on avait un parcours, puis on allait livrer, mettons, entre 10 et 15 repas à vélo, avec une remorque. Fait que les gens, quand ils te voient arriver avec ton handicap, puis là, tu rends service aux gens, ben, les gens sont encore plus surpris. Ça fait des sourires. Puis nous, on a un sentiment de rendre aux autres quand on fait ça. C'est quand même admirable de voir, puis c'est quelque chose qu'on voit souvent. Tu sais, souvent, c'est des personnes handicapées qui vont aider d'autres. Puis effectivement, ça fait toujours son effet sur une population qui n'est pas handicapée. Je parlais de Linda tantôt. Linda a fait campagne à la dernière campagne municipale, puis elle faisait du porte-à-porte elle était dans son fauteuil, elle restait en bas, puis un partenaire allait cogner aux portes. Mhm. Là, les gens venaient, puis effectivement, ça faisait son effet sur les gens. Alors, ce que tu dis, Fred, c'est tellement vrai, puis en même temps, c'est admirable. Bravo, félicitations pour ton implication. Merci. Ben, merci pour vos présentations. Ben justement, toi, Frédéric, tu as comme répondu un peu, pour toi, c'était quoi un allié? Pour toi, Steven, c'est quoi la définition d'un ou d'une alliée? Bien, tu sais, premièrement, chez nous, au Réplique, on ne fait pas tellement dans le misérabilisme. On sait que nos amis handicapés, ils ont des défis qui sont différents. Ils ont des obstacles que les personnes qui ne sont pas handicapées n'ont pas. Puis les personnes handicapées, ils veulent pas de notre pitié. Ce qu'ils veulent, c'est des accommodements pour être capables de faire ce qu'ils ont à faire. Là, je parle au masculin, mais
Mhm. Vous comprenez que ça s'applique aux deux genres. Ils ont besoin d'accommodement physique et parfois, comme Fred le mentionnait tantôt, veut pas, tu as un peu besoin d'un coup de main. Ne serait-ce que si tu as des problèmes de mobilité à mettre ton manteau l'hiver, là, ben, ça se peut que tu aies besoin d'un coup de main. Alors moi, le rôle d'un allié, c'est ça. Le rôle d'un allié, là, c'est pas de penser pour eux, c'est pas de prendre leur place, c'est pas de parler pour eux, c'est de les aider là où il y a un besoin, puis surtout les traiter comme mes égaux parce qu'ils le sont, mes égaux. Mhm. Donc c'est ça, c'est pas à cause que tu as un handicap. Moi, il y a un terme que je déteste dans la vie, c'est le mot invalide. Parce que invalide, là, ça veut dire que t'es plus valide, t'es plus bon à rien. C'est ça que ça veut dire. Ben, moi, mes amis qui sont handicapés, là, je m'excuse, mais j'en connais pas un qui est invalide. Non. Ils ont tous des qualités comme moi. Ils ont tous des défauts comme moi. Ils ont tous des connaissances comme moi. Ils ont tous des choses à apprendre comme moi. Ils ont tous, pour la plupart, une famille, des amis. Même s'il y en a qui sont seuls, ils ont quand même des amis. Donc, ils ont tous quelque chose à nous apporter en tant que société. Puis c'est un peu ça mon rôle d'allié, c'est de leur donner cette voix-là. Puis je le répète, je ne veux pas parler pour les personnes handicapées, mais je suis fier de parler d'elles, je suis fier d'apporter leur voix, je suis fier de les aider à défendre leurs droits lorsqu'ils sont victimes de discrimination, de faire respecter leurs droits, ça j'en suis très fier, puis c'est comme ça qu'on change les choses à petite échelle, des fois à plus grande échelle. Mais c'est ça mon rôle d'allié, c'est de les aider là où ils ont des problèmes, des limitations. Mhm. Et d'aller parfois où ces personnes-là ne peuvent pas aller parce qu'il y a des marches, parce que c'est pas accessible, parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Ben, moi, ça me fait plaisir d'aller là pour elles, pour revendiquer pour elles, pour organiser des trucs pour elles. Donc, c'est un peu ça mon rôle d'allié, c'est vraiment de les aider, mais pas de t'imposer. C'est ça, puis de prendre les devants là où c'est pas nécessaire. Mhm. Tu sais, je veux dire, si mon ami est capable de mettre son manteau, je ne vais pas nécessairement l'aider, mais c'est pas capable, Non, je vais l'aider. Tu sais, l'exemple du manteau, c'est simple, mais en même temps, c'est représentatif. Si tu n'as pas besoin d'aide, ça va peut-être t'insulter si je te demande de t'aider. C'est Tu sais. infantilisant à la rigueur même. Alors voilà, mais ça, c'est des choses qu'on apprend avec le temps, puis en les côtoyant, puis en comprenant mieux la réalité. Tu sais, puis le rôle d'allié aussi, c'est un peu de casser les préjugés. Mhm. Je vous raconte une anecdote, puis quand Linda va l'entendre, je suis sûr qu'elle va sourire. Les premiers temps que je travaillais avec Linda, j'étais chez elle, et puis on parlait justement de mon premier livre, La ville handicapée. Puis à un moment donné, je ne sais plus dans quel sujet c'est venu, mais je dis, ben, voyons Linda, t'es clouée à ton fauteuil, là, tu sais. Hey! Si elle avait eu des fusils dans les yeux, là, je ne serais pas ici aujourd'hui. OK? Là, elle m'a regardé, elle a dit, écoute bien, mon petit gars, là, regarde mes mains. Tu vois-tu des trous dedans? Non. Mes pieds? Non. Regarde, je ne suis pas cloué à mon fauteuil. Je suis assis dedans. Je ne suis pas tout le temps dans mon fauteuil. Le soir, je me transfère dans mon lit. Puis ça m'arrive de faire d'autres activités aussi en dehors de mon fauteuil. Fait qu'elle dit, là, je ne suis pas cloué à mon fauteuil. T'as-tu compris? Là? Leçon apprise. J'ai jamais utilisé le mot cloué, confiné à ton fauteuil. Puis je comprends, les gens disent ça, c'est pas pour mal c'est faire. pas pour mal faire, mais c'est insultant. Mhm. Puis encore dans les médias, ça arrive encore. Puis tu sais, quand on dit, tu sais, une autre chose, on dit les handicapés. Ben, c'est parce que les handicapés, avant d'être handicapés, c'est des personnes. Ouais. On dit personnes handicapées. Mhm. Donc, c'est ouais. un peu ça mon rôle d'allié, c'est de voir à revendiquer pour eux quand ils peuvent pas, puis à les aider à défendre leurs droits, puis à s'élever devant l'injustice. On a, en guise de conclusion là-dessus, on a une phrase au réplique qui dit « On n'accepte plus l'inacceptable Mhm. ». Ben voilà, c'est ce qu'on est. On n'accepte plus l'inacceptable. Voilà. J'aime bien. Oui, c'est vraiment une très bonne phrase, très punch. Mhm. Puis, ben, de par ton exemple, c'est drôle parce que tu nous mènes à la prochaine question qui était pour Frédéric. Dans ton expérience personnelle, avec des alliés autour de toi quotidiennement, c'est quoi les bons ou les mauvais comportements qu'un allié peut avoir?
Ben, les bons comportements, ben, je vais faire un petit peu du pouce sur ce que Steven Oui. disait. Justement, c'est offrir de l'aide et pas faire à notre place. Mhm. Mhm. Tu sais, ben, ça, c'est encore à cause de mon désir d'autonomie, là. Moi, j'essaie toujours de faire, puis si je me rends compte que je suis pas capable, ben là, je vais demander de l'aide. Des fois, l'aide, ça peut être partiel, on peut le faire avec l'autre personne. Des fois, on peut ne pas être capable de le faire. Fait que des fois, ça peut être un petit coup de main pour continuer par la suite de façon autonome. Tu sais, ça peut prendre différentes formes. Fait que c'est ça. Fait que dans notre entourage immédiat, comme Stéphanie, des fois, j'y rappelle. Elle va faire quelque chose, puis tu sais, dans le fond, elle peut faire à ma place pour aller plus vite ou pour me rendre service. Puis ça m'arrive peut-être une fois ou deux par année. Je dis non. Il dit laisse-moi le faire toute seule parce que c'est une question d'autonomie. Je dois rester autonome le plus possible. Mhm. Je veux pas tomber dans ce panneau-là. Mhm. L'autre chose, quand on prend des alliés, comme j'ai dit tantôt, des gens qu'on ne connaît pas dans la rue qui nous offrent de l'aide, ou des fois, les gens vont nous offrir de l'aide spontanément. Des fois, les gens peuvent être un petit peu maladroits. Mhm. Moi, je les pardonne, mais il y a certains cas qui m'est déjà arrivé que des fois, c'est même pas de la maladresse, je pense que c'est... j'ai trouvé ça ordinaire. J'ai déjà habité en ville de Québec, puis j'étais allé magasiner toute seule. Il y en a qui disent c'est bizarre, mais en tout cas, avec le résidu visuel que j'avais, on prend notre temps, puis quand on sait ce qu'on veut. Fait que là, je m'en allais prendre l'autobus, fait qu'il fallait que je traverse le boulevard Laurier. Mhm. Fait que j'attendais le signal sonore, puis c'était l'hiver, j'avais un gros manteau. Puis quand le feu s'est allumé, ben, il y a quelqu'un qui m'a pris par le manteau en avant qui m'a tiré. Bon. Au lieu de m'offrir de l'aide, Mhm. tu sais, ou peut-être ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui me parle pas, qui prend ton bras doucement. Mais là, se faire tirer, se faire tracter vers l'avant, là, par le devant du manteau, c'est ordinaire longtemps. Ouais, ouais. Fait que ça, c'est... Comment tu t'es senti dans ce moment-là? Ah, Comment t'as réagi? Ben, tu te sens plus comme un objet dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, c'est... Surtout, je sais pas. J'ai trouvé ça bien, bien ordinaire, tu sais. Ouais. Puis en même temps, tu comprends que la personne ne voulait pas mal faire. Non. Elle est tombée dans la trappe, justement, que je disais tantôt. Tu sais, on n'a pas, les alliés, on n'a pas à se substituer ou à essayer de pressentir le besoin quand il est peut-être pas là. Puis je pense que ça passe par une communication. Tu sais, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Ouais, effectivement, tu sais, quand tu as un handicap visuel, ben, la communication, c'est extrêmement important dans tous les cas. Tu sais. Fait que dans un cas comme ça, ben, il me semble que c'est primordial de dire bonjour. Fait que, des fois, c'est moi qui sollicite de l'aide. Mhm. Comme tantôt, j'ai sollicité de l'aide. Il y a quelqu'un qui a passé, mais un moment donné, j'ai dit, mais la personne n'a peut-être pas entendu. J'ai parlé plus fort, puis une troisième fois plus fort, puis j'ai dit non, ça marche pas. Fait que dans ce temps-là, on laisse tomber. Fait que là, ce matin, c'est parce que c'était tranquille dans la rue. Là. Il y avait quasiment roulé le trottoir. Fait que... Mais j'ai fini par trouver de l'aide. Ça, j'ai déjà lu ça quelque part. Faut pas désespérer. Puis si c'est pas un, ben, c'est une autre personne qui va nous aider. Mhm. Habituellement, les gens sont très, très, très gentils. Ils sont contents de nous aider. Que... Puis le chien aussi. Moi, j'ai un chien guide. Ouais. On ne l'a pas dit, je pense. Le chien, ça, c'est ma perception, mais c'est la perception de d'autres personnes aussi à qui j'ai parlé. Un chien, ça a une face sympathique, hein? Puis les chiens guides, ben, s'ils sont chiens guides, c'est pas des chiens dominants, fait que c'est des chiens qui sont socialement acceptables. Mhm. Fait que les gens sont attirés par le chien. Puis ça, il y aurait peut-être de l'éducation à faire, mais c'est comme si que les gens ils venaient plus nous parler quand on a un chien que quand on a une canne, parce que moi, je me suis déjà promené il y a des dizaines d'années là, Ben oui. avec une canne. Puis on dirait que les gens, je sais pas, ils sont attirés par le chien. Peut-être pas par nous, mais ça favorise le contact. Là, par la suite, on a une filtration à faire. Là. Il y a des gens, des fois, ils en ont que pour le chien. Ça fait qu'on coupe ça court. Mhm. Mais il y a des gens qui sont très respectueux, puis ils viennent te parler, puis ils vont juste te dire « Ah, vous avez un beau chien, monsieur, avez-vous besoin d'aide? » Puis là, ben, leur attention n'est pas portée sur le chien. Mhm. Fait que ça, c'est un bon comportement, ça, de personne qui va t'aider Oui. spontanément. Là. Mais effectivement, il y a beaucoup d'éducation à faire parce que, tu sais, puis je l'ai appris avec le temps, mais lorsque quelqu'un utilise un chien Mira ou autre chien certifié d'autres compagnies, tu sais, il ne faut pas toucher au chien parce que le chien est en service. Mhm.
Donc, en principe, il ne faut pas toucher au chien. Il ne faut pas toucher au chien pour ne pas le déconcentrer dans ce qu'il a à faire pour son maître ou pour sa maîtresse. Puis, tu sais, d'autres genres de trucs que tu apprends. Je parlais tantôt, il faut pas deviner pour eux ce qu'ils ont besoin, c'est de demander. Mhm. Moi, j'avais l'habitude avant, lorsque j'aidais des personnes non-voyantes ou malvoyantes à se déplacer, j'avais l'habitude de mettre la main sur l'épaule, tu sais. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde, là, Steven, si tu veux vraiment m'aider, là, la façon de faire, là, c'est prends mon coude. C'est-à-dire, je vais prendre ton coude puis je vais te suivre. Donc, c'est vrai quand tu dis, Fred, qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. C'est vrai parce que tous les handicaps confondus, il y a beaucoup d'éducation parce qu'on ne le comprend pas puis on ne le vit pas. Puis si on n'a pas personne d'handicapé dans notre famille proche ou dans notre cercle d'amis ou de travail professionnel, ben, on ne sait pas trop comment agir. Puis des fois, on essaie de compenser notre manque de savoir par un peu plus de gentillesse ou de bienveillance, puis tout ça. Mais des fois, le vieux principe, des fois, on veut bien faire, mais on fait mal parce qu'on ne sait pas. Une certaine maladresse à tout ça. Exactement. Ouais. Mais moi, je suis prêt à pardonner parce que justement, il y a de l'éducation à faire. Si les gens, par ignorance, vont agir d'une telle façon, ben, on leur explique. Puis moi, c'est un mandat que j'ai à vie. Ça me fait plaisir de le faire, de montrer aux gens, une personne à la fois, la bonne façon d'agir. Ben, l'éducation, je pense que c'est quelque chose de central dans notre société. Peu importe que ce soit l'handicap ou pour apprendre un métier, comme vous le faites, ou n'importe quoi, c'est pour déconstruire des concepts qui sont pas vrais. Et l'éducation en général, c'est un plus dans notre société. Exact. Je vais passer à une prochaine question. Pourquoi est-ce important qu'il y ait des alliés dans le combat pour l'accessibilité? Ici, je parle un peu de l'importance du combat à deux. Oui. Bien, l'importance d'avoir des alliés, c'est que... Comment je pourrais t'expliquer ça? L'importance d'avoir des alliés pour aider les personnes handicapées dans leur combat, c'est d'aller des fois à la dernière minute, aller rencontrer quelqu'un ou aller à une conférence ou accorder une entrevue à un journaliste. Mais c'est aussi encore là pour les aider lorsqu'ils sont avec nous. Elles sont avec nous parce que pour aller dans une instance, si tu veux aller, exemple, je vais donner un exemple au Conseil de ville, période de questions au Conseil de ville de Montréal. Bon, c'est dans un grand édifice, il y a un décorum, ça peut être impressionnant. Puis même si c'est accessible, je veux dire, si tu n'as pas l'habitude, ben, tu as besoin d'une présence un peu pour te coacher, te guider. Puis là, ça peut être une autre personne handicapée qui fait ça aussi, c'est correct. Là, je parle de mon expérience. Ça peut être en termes de préparation aussi, parce que souvent, moi, en étant un allié, j'ai un autre regard sur la discrimination que la personne vit, puis on s'entend. Si tu es placé devant une marche, là, c'est très frustrant, puis je comprends la frustration. Mais souvent, la personne va avoir un sentiment d'urgence, puis de ne pas trop savoir comment, de devenir émotive devant ça. Donc, moi, mon rôle, mais le rôle d'un allié, qu'il soit handicapé ou non, c'est d'enlever le côté plus émotif, d'aller plus vers le factuel, vers la défense des droits, vers les droits qui ont été brimés, tout ça. Donc, c'est un peu ça le rôle d'allié dans la défense de droits. Puis encore là, comme je dis, j'essaie toujours d'avoir le respect de ne pas prendre la place de la personne qui a vécu la discrimination ou qui a des choses à revendiquer. Mon rôle, c'est de l'aider à le formuler, puis des fois de le formuler pour elle, parce qu'il y a des gens qui ne sentent pas la capacité de parler en public ou qui sont pas à l'aise ou ils veulent faire sûr qu'ils n'auront pas de représailles. Donc, c'est un peu ça mon rôle. C'est un complément, en fait, puis moi, je suis là pas pour prendre leur place, je suis là pour les aider à prendre leur place. C'est ça mon rôle d'allié. Et dans la défense aux répliques, ce qu'on fait, ben c'est vraiment ça. On ne veut pas parler pour toi, on ne va pas parler pour toi à moins que tu nous le demandes ou à moins que tu nous le dises ou à moins que nous, on voit, comme ça arrive des fois, que la personne est trop émotive, qu'elle perd le fil de son idée parce qu'elle devient vraiment émotive, puis c'est difficile. C'est pas facile d'aller revendiquer ses droits. Là. Ça prend une dose de courage. C'est pas donné à tout le monde. Non, surtout en tant qu'opprimé. Là. Quand ben t'es une personne qui vit l'oppression, c'est très difficile. Et voilà. Puis tu sais, aller poser une question au Conseil de ville de Montréal ou à n'importe quel conseil d'arrondissement, ça peut être intimidant. Ben, en fait, pas ça peut. C'est intimidant. Parce qu'il y a un décorum, parce qu'il y a toutes sortes de règles et tout ça, puis tu as un temps limité pour parler.
Donc, c'est pas évident. Donc, c'est un peu ça notre rôle, c'est de les aider dans ce sens-là, puis de les aider un peu, comme on disait tantôt, dans la vie quotidienne, aux besoins. Okay? Ouais. Mais je pense que, en tout cas, moi, en tant qu'allié, je dois faire, puis je le fais, puis c'est pas de prendre leur place, c'est d'être là avec eux pour les accompagner. Puis surtout dans le combat pour l'accessibilité, c'est vraiment comme d'être dans l'empowerment, de leur redonner le pouvoir qu'ils ont eux aussi. Ils ont aussi le pouvoir de faire le changement ensemble, tu sais. Ben, je pense que c'est comme dans... Si tu regardes les avancées qu'il y a eu dans la dernière décennie, un peu plus, sur la place des femmes dans la société, ben oui, les femmes y ont été pour beaucoup. Il y a des hommes aussi qui y ont contribué, qui ont aidé. Puis on est fiers de ça parce que, tu sais, on ne l'a pas dit, mais le Réplique, c'est un organisme qui est foncièrement féministe. Je veux dire, je l'étais, mais je ne savais pas, avant d'être au Réplique, c'était quoi être féministe. Mm-hmm. Alors tu sais, tous les gains se font à l'aide de tout le monde. Tu sais, je pense aux avancées sur les Autochtones. Tu sais, les Autochtones, la grande réconciliation et tout ça. Puis, mais il y a des politiciens et des politiciennes qui ont contribué, qui ne sont pas nécessairement autochtones. Mm-hmm. Donc, la victoire, les avancées, c'est pas juste les personnes handicapées qui vont les faire. Ils doivent en être le moteur puis le cœur. Mm-hmm. Mais sans des alliés, sans des politiciens, politiciennes, des décideurs, des chefs d'entreprise qui les aident pas, ben c'est condamné à pas avancer beaucoup. On a besoin de tout le monde. C'est une histoire de société. Ouais. Pardon, je pense qu'on peut dire, on dit lorsqu'on doit élever un enfant, ça prend un village pour élever un enfant. Ben, ça prend un village pour faire des avancées dans n'importe quelle cause. À mon humble avis, personne ne va avancer toute seule. Mm-hmm. Alors, c'est un peu ça, je pense, notre rôle, c'est de les accompagner là-dedans, puis de les guider, puis on rappeler qu'on a une certaine expérience dans ces trucs-là. Donc, je pense qu'on est de bons conseils. Mm-hmm. Personne ne peut avancer toute seule. Ben voilà. Moi, quand je revendique quelque chose auprès d'instances publiques, je l'ai fait dans ma ville pour avoir des feux sonores. Mm-hmm. J'essaie toujours d'impliquer des gens. Tu sais, c'est des alliés, mais eux, ils le savent pas. Fait que, tu sais, traverser un boulevard, ça implique de traverser plusieurs voies. Mm-hmm. Fait qu'au lieu de leur dire, ben là, c'est difficile pour moi, blablabla, là, je dis, ben, j'essaie de penser à cette situation qui ça peut aider aussi. Mm. Fait que, tu sais, je me dis, il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent près. Fait que ces personnes-là, souvent, se déplacent à une vitesse moins vite. Ils vont moins vite que moi pour traverser le coin. Fait que là, tu sais, dans ma revendication, je vais inclure ces personnes-là aussi. Fait qu'au lieu de te faire une demande pour 1, 2, 3 personnes, ben là, ça devient une demande pour des dizaines ou des centaines de personnes, là. Fait que le taux de succès peut être plus meilleur comme ça. Je pourrais pas être plus d'accord avec toi, Fred, parce que c'est la même chose pour nous. Lorsqu'on réussit à rendre un commerce accessible, ben oui, ça aide les personnes handicapées, mais ça aide les personnes âgées qui sont un peu en perte d'agilité. Mais ça va aider aussi les mamans qui se promènent avec une poussette puis un bébé. Ça aide plein de monde. Là. Donc, oui, on dit que c'est l'accessibilité pour les personnes handicapées, mais dans le fond, ça aide un village aussi. C'est comme si, tu sais, depuis tantôt que vous parlez, moi, dans ma tête, c'est comme si un allié, ça devient une boîte à outils. T'sais, c'est quelque chose que tu prends quand tu as besoin. Tu vas aller chercher qu'est-ce qui peut t'aider à travers leur expertise. Fait qu'on est comme des outils pour... mais un outil, c'est ça, si tu prends un outil et tu le laisses là, ben c'est sûr que c'est un humain, l'allié, là. Mais tu sais, l'outil physique, le marteau, si tu le prends, tu le laisses là, il ne cognera pas un clou tout seul. Non. Fait que tu sais, on peut faire un petit peu un parallèle comme ça, si vous voulez, là. C'est la première fois que je me fais comparer à un coffre à outils. Ben, pour moi, c'est très positif, là. Non, j'ai J'aime compris. beaucoup ça, travailler de mes mains. Fait que pour moi, je vois ça comme vraiment... Non, je trouve ça cute. Puis c'est vrai, c'est un peu ça. Puis la réplique est un peu ça aussi. C'est un peu une boîte à outils qui est là, disponible pour n'importe qui a besoin. Ben, pas n'importe qui, il faut que tu sois une personne handicapée à la base, mais tout handicap confondu. Mais qui est là pour t'aider à revendiquer tes droits, puis à t'aider à te faire entendre, puis des fois qui est là aussi juste pour t'écouter, parce que des fois, juste écouter,
on règle des problèmes. Alors, puis ça redonne confiance aussi de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'écouter quand tu n'as personne d'autre. Mhm. Alors, oui, la boîte à outils, c'est une belle image. Puis, ben c'est ça, on est là pour ça. Puis on les développe, ces outils-là aussi. Puis effectivement, on est là, il faut s'en servir, on est là pour ça. Puis ben, ça m'apporte la prochaine question, en fait, qui était pour vous deux. Mais on l'a un peu soulevé à travers tout ce que vous avez dit, mais selon vous, puis je pense que c'est oui la réponse, mais vous développerez, là, selon ce que vous pensez, c'est que est-ce qu'il y a plusieurs types d'alliés selon les contextes, comme par exemple plus des activistes, des alliés qui sont plus dans l'ombre, toutes sortes d'alliés comme ça? Ouais. Là? Ouais. Si tu permets, Fred, je vais y aller, puis je te laisse aller après. Oui, il y a plusieurs types d'alliés. Il y a les alliés comme nous autres qui vont t'aider à revendiquer tes trucs, tes droits, à revendiquer puis te faire entendre. Tu as les alliés du quotidien, un peu comme le mari de Yves qui habite avec Linda, qui est son allié, qui va l'aider dans différents trucs. Tu as besoin d'alliés politiques. Parce que si tu veux changer les lois, si tu veux changer des choses, ça passe par le politique, tu n'as pas le choix. Tu as besoin d'alliés publics. On peut parler des gens du public en général, mais on peut parler aussi des policiers, on peut parler des chauffeurs d'autobus, on peut parler des pompiers, tous les gens du service public. Tu sais, j'expliquais l'autre jour, j'étais dans une réunion l'autre jour, puis on parlait justement de ça, tu sais, comme certains chauffeurs d'autobus qui ne savent pas comment réagir avec une personne handicapée. Puis je disais je donnais notamment l'exemple d'une personne qui a un léger trouble du spectre de l'autisme ou une légère déficience intellectuelle et qui se désorganise dans l'autobus. Ben la dernière chose à faire, c'est de prendre de la force pour essayer de le contrôler. Donc, puis j'ai redonné aussi l'exemple, ben, on ne touche pas à une personne qui est malvoyante ou non-voyante sans s'annoncer à l'avance. Donc, je ne demande pas à ce que les chauffeurs d'autobus puis les autres intervenants deviennent des travailleurs sociaux, mais il y a quand même des choses de base qu'elles devraient savoir. Et puis, on ne le sait pas parce qu'on ne donne jamais de formation là-dessus. On dit qu'on donne des formations, mais moi, je te garantis que ça, ça ne fait pas partie de la formation en tant que telle. Ou c'est beaucoup trop en surface. C'est ça. Donc, oui, il y a différents types d'alliés, puis tu as besoin de tous ces alliés-là, parce que tous ces alliés-là font en sorte que Fred, avec sa déficience visuelle, est capable de se promener partout dans une relative sécurité, en sachant qu'il y a quelqu'un, en quelque part, qui va être capable de l'aider s'il est mal pris. Si tu n'as pas ces alliés-là, ben, ta marche peut devenir un peu plus difficile. Je sais pas ce que tu penses de ça, Fred. La question était, est-ce qu'il y a plusieurs types d'alliés, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, hein? Dépendamment des contextes. Oui. Ben, je suis un peu d'accord avec ça, là. Effectivement, il y a différents types d'alliés. Tu sais, on a ceux qui sont proches de nous, qui vont nous aider pour la vie quotidienne. C'est ça. Il y en a aussi pour, justement, de la défense de droits. C'est pas les mêmes alliés. Côté politique, ben moi, j'ai pas de contact, là. Mais il y a quelqu'un dans un utilisateur de chien guide qui a milité. Puis c'est comme ça que ça a fonctionné. Parce que nous, on a droit via ça s'appelle le décret sur les aides visuelles. Les chiens guides sont reconnus comme des aides dans la mobilité. Fait qu'on a droit à des frais d'aide. Comment ils appellent ça? Des frais d'entretien de chien guide. Bon. Fait que ça faisait des années que le montant, il n'était pas indexé, il était toujours au même montant, puis ça ne correspondait plus du tout aux dépenses qui étaient associées à l'utilisation d'un chien guide. Fait que en 2020, là, ça a augmenté de 220%. Mais c'est un utilisateur de chien guide qui a milité, qui avait une oreille attentive auprès d'un politicien, mais ça lui a pris quand même des années de discussion avant que ça monte. Fait que, mais ça, c'est des combats qu'il ne faut pas lâcher parce que là, ça a été indexé, c'est correct, mais si ça reste comme ça encore pendant 15-20 ans, ben, ça devient une anomalie, là. Ça ne correspond plus aux besoins des personnes. Fait que, tu sais, il faut... On n'est pas plus avancé. Oui, mais peut-être que moi, ça ne correspond pas le côté politique. Moi, comme Steven disait tantôt, des fois, je vais aller revendiquer à l'hôtel de ville certaines choses. Un côté qui m'aide, c'est que comme j'ai pratiquement pas de vision, ben, tu sais, tout le décorum, je le vois pas, ça. Fait que ça m'aide.
Mais, je l'entends par contre. Ça fait que c'est peut-être moins impressionnant pour moi parce que j'ai pas le support visuel. Fait que dans le fond, dans un cas comme ça, mon handicap va m'aider. Fait que, il y a peut-être ma personnalité aussi, je sais pas là. Mais moi, j'y vais des fois quand j'ai de quoi à revendiquer, puis j'essaie de m'exprimer correctement parce que quand tu écoutes les revendications des gens, des fois, il y en a qui sont un petit peu trop incisifs. Puis là, ils ont peut-être moins une oreille attentive de la part du conseil municipal. Fait que, tu sais, il faut essayer de balancer ça. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est le résultat. Fait que, il faut travailler pour. Oui, tellement. Puis j'en parlais tantôt, de la façon de revendiquer. On parlait des voix pour accompagner des alliés qui accompagnent les gens qui ont des choses à revendiquer. Puis effectivement, c'est important parce que même si on rappelle qu'on est considéré comme plus radicaux que plusieurs organismes, on sait faire. C'est-à-dire que, oui, je ne me gênerai pas pour dire qu'est-ce que j'ai à dire, mais je vais le dire d'une certaine façon que personne ne se sente pas agressif. Parce que, si j'arrive proche de toi et je te dis, écoute, tu n'as pas de bon sens dans tes décisions, tu vas me regarder et dire, peux-tu te calmer? Là? Si j'arrive, j'ai dit, je pense que telle affaire, c'est pas la bonne façon de faire parce que, bon, tu essaies d'emmener des arguments. Puis une présentation, c'est ça. C'est sûr que, comme Fred dit, si tu arrives dans un conseil d'arrondissement ou un conseil de ville avec une brique infernale, il va te revenir d'en face assez vite parce qu'en plus, tu n'as jamais le dernier mot. C'est toujours les élus qui ont le dernier mot. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est ça. Donc, il faut que tu sois stratégique dans ton approche. Il faut que tu sois assez concis pour bien expliquer la raison de ta présence, ton propos, puis exprimer des pistes de solution à ton problème ou juste bien définir qu'est-ce que tu as vécu pour que ça change. Donc, une façon de faire, c'est important. Puis il faut toujours rester, dans la mesure du possible, élégant et classique, mais en même temps, il faut dire qu'est-ce qu'on a à dire, puis on est un petit peu reconnu. Tout est bon à dire, mais c'est la façon de le dire, puis il faut garder la communication avec l'autre partie, parce que s'il n'y a pas de communication, on n'arrivera à rien. Absolument. Comme dans n'importe quoi, la communication, c'est la clé de tout. Ça prend de la communication, de l'influence, puis des sous. Je veux dire, ça prend ça pour changer des choses. Alors, à nous d'être assez perspicaces pour aller faire que ces 3 points-là convergent ensemble pour faire changer des choses comme ça a été fait dernièrement dans le dossier de la RRQ. J'ai pensé à une prochaine question. Steven, s'il y a la défense des droits, c'est pour les personnes en situation de handicap, c'est parce qu'ils vivent de la discrimination. Puis est-ce que parfois les alliés sont aussi victimes de discrimination comme par association? Par association, absolument. Absolument et définitivement. Et ça, c'est important que ça soit dit. Si tu dois aller souper au restaurant, si tu es une personne en fauteuil qui doit aller souper au restaurant, bon, t'appelles, tu fais ta réservation. Monsieur le restaurateur, est-ce que c'est accessible, votre commerce? Oui, il y a juste un petit step de 3 pouces ou de 4 pouces, ou il y a une petite marche. Bon, on va vous aider, on va vous lever, madame, avec votre fauteuil. Puis voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ça arrive encore, puis on parlait du manque d'éducation tantôt. Bon, on est là-dedans, le manque d'éducation. Ça ne se fait pas. Tu prends pas quelqu'un sur tes épaules pour le monter en haut d'un set de marche comme un sac de patates. Là. Non. Ça se fait pas. Donc, oui, on est victime par discrimination parce que si on veut aller en gang souper avec, notre CO rappelé qu'on a 9 personnes qui ont différents handicaps, je pense qu'on a 5 qui sont en fauteuil, 5 ou 6 qui sont en fauteuil, c'est impossible. Faut appeler, c'est compliqué, c'est long, c'est compliqué. On a eu un cas, la navette fluviale qui partait de Rivière-des-Prairies qui t'emmenait dans le Vieux-Montréal. C'est impossible. Si tu veux aller là avec ta partenaire ou ton partenaire, c'est pas possible parce que ton partenaire ne peut pas embarquer. Fait que tu revires de bord. Puis il y a une multitude de cas comme ça. Puis tu sais, dans mon premier livre, La ville handicapée, c'était ça que je voulais faire, dénoncer un peu ces situations-là. Parce que les gens ne réalisent pas. Tu appelles dans un commerce, puis tu dis, est-ce que ton commerce est accessible? Ils te disent oui, mais il y a un step de 4 pouces. Un step de 4 pouces, là, mon amie Linda ne peut pas y aller. Je suis allé visiter une maison pour femmes victimes de violences conjugales en Abitibi.
quand j'ai appelé la madame, là, elle était toute contente de me dire « Hey, Steven, tu vas être assez content. Là. On a un ascenseur extérieur en dedans, c'est full accessible, tu vas triper, tu vas être super content. » Parfait, on arrive là, c'était à notre dernier de notre voyage. Je dis, hey, ça va bien aller, ça va être parfait. On arrive, effectivement, il y a un ascenseur extérieur, mais devant l'ascenseur, il y a un step de 6 pouces. Ah, ben là. Fait que déjà là, t'es zéro accessible, Ouais, comprends-tu? ouais. Mais cette maison-là, elle a quand même le logo accessible. Puis, en quelque part, c'est vrai, parce que si t'es une personne qui est en fauteuil, mais qui peut se transférer, faire quelques pas, ben oui, tu vas pouvoir entrer. Mais si t'es une personne qui a la contrainte la plus sévère, ben, tu ne pourras pas entrer. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont t'envoyer à l'hôpital ou ben non, tu vas retourner dans ton environnement toxique, violent. Ben, je comprends, c'est difficile tout ça, ces discriminations-là, puis c'est pour ça aussi que le rappeler qui est là. Ben, c'est pour ça qu'on est là. Puis on est le seul, en tout cas, on est pas mal le seul groupe à faire de la défense individuelle. Cas par cas, puis on gagne, puis on avance, puis on transforme. On aime dire qu'on est des agents de changement et qu'on change des choses petit à petit. C'est ce qu'on fait. Eh ben, merci vraiment beaucoup pour vos deux partages à vous deux, Steven, Frédéric. C'était comme une discussion riche, c'était super. Puis on comprend davantage le rôle des alliés maintenant dans la défense des droits des personnes en situation de handicap. Merci Frédéric de ton partage et de ton investissement dans la vie associative. Puis merci Steven, on a déjà terminé, ça a passé super vite. Trop vite. Mais oui, puis merci pour ton engagement fidèle au Rapplique, puis ton activisme et ta ferveur, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup. Et en conclusion, est-ce que je peux mentionner à quel point le Rapplique, moi, mon équipe, on est impressionné par votre dévouement à cette série de podcasts. Et puis, je profite de l'occasion pour le dire. C'est grandement apprécié. On est vraiment touchés. Je tiens à vous remercier, toute l'équipe, vraiment, puis l'équipe de Choc pour nous permettre d'évoluer dans ce beau studio. On est vraiment impressionnés et contents. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Et merci à vous, auditeurs, qui avez écouté. Nous avons bien hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode de l'Anticast. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'Anticast, présenté par le Rapplique. Merci à Choc pour les studios et la diffusion. Merci à Steven Lapierre et Linda Gauthier. C'était Joséanne, Lilou, Stéphanie, Maude et Kim. À bientôt!